Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Dominique Rueff, médecin passionné par l'humain, par la prévention et par une vision globale de la santé. Avec plusieurs décennies de pratique et un parcours marqué par l'exploration et la transmission, il vient partager avec nous ce qu'il a appris, ce qui l'a marqué et ce qu'il lui souhaite transmettre à son nouveau livre. Bonjour Dr Rueff. Bonjour. Vous avez pratiqué la médecine pendant de très nombreuses années. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette voie au départ? À vrai dire, quand j'étais adolescent, j'étais passionné de photographie et de cinéma. La vraie carrière que je voulais mener, c'était une carrière de metteur en scène. Et puis, mon père s'est opposé à cette carrière. Il voulait absolument que je sois dentiste. Alors, pour lui faire plaisir, j'ai passé la première année du tronc commun de médecine et puis reste, et des autres qualifications de soignants. Et comme j'ai été reçu, ben, je me suis dit, je ne serai certainement pas dentiste. Je voudrais être médecin et je voudrais euh, transposer l'amour que j'ai pour l'image, la photo, la connaissance des gens dans la pratique de la médecine. Je pense que c'est comme ça qu'on peut, par l'observation, qu'on peut comme ça connaître les gens, accompagner les gens. Et c'est comme ça que j'ai découvert, malgré la ridicule et la rigidité des premières années de médecine, que j'ai découvert ce métier. Au début de votre carrière, comment imaginiez-vous le métier? Alors, sur deux versants, à la fois un versant un peu romantique, il suffit de voir toutes les séries télé consacrées à la médecine, et un versant scientifique. Je pensais que, en fait, la médecine, c'était une suite de protocoles, de choses rigoureuses, et c'est ce qu'on enseigne, en fait, au début des années de médecine, c'est apprendre par cœur, suivre des protocoles, mais je me suis rendu compte très vite que la médecine, que la vraie connaissance de l'autre, c'était autre chose, c'était un autre chemin, et c'était une façon aussi, non seulement de vouloir appliquer des protocoles, mais d'accompagner les gens dans leur souffrance, dans leur douleur, dans leur maladie, dans leurs problèmes. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en entrant dans la pratique? C'est l'impact justement de ce lien humain et de cette relation, son impact sur l'évolution d'une pathologie ou même sur la prévention. Et je me suis tout de suite intéressé beaucoup plus à la santé qu'à la médecine. Quand j'étais tout jeune médecin, je disais on donne aux patients une feuille de maladie. Aujourd'hui, il n'y a plus de feuille de maladie, il y a des cartes vitales, mais on devrait donner une feuille de santé en fait. Et cet aspect de prévention et de guidage et d'observation de soi, d'apprendre à l'autre, à s'observer, à se comprendre, j'ai écrit quelque part, à être quelque part le détective de sa santé. C'est moi ce qui m'a passionné, c'est aider l'autre dans ce sens. Comment en êtes-vous venu à la médecine intégrative? Alors un très long chemin. Quand je me suis installé, avant de m'installer, j'avais déjà rencontré des médecins qui étaient déjà des médecins un peu différents de la doxa générale, notamment de médecins homéopathes, des gens dont je parle dans mon livre. J'ai été l'instigateur de l'Association française d'acupuncture au début, donc je me suis intéressé au début à vraiment la place globale de l'être humain dans l'univers, dans l'environnement, et aussi au terrain, c'est-à-dire à la façon de penser, à la façon de manger, à la façon de dormir, et puis au problème du stress. Et je me suis rendu compte que on ne pouvait pas traiter ces problèmes-là, il fallait plutôt les prévenir. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la médecine intégrative et en particulier à la nutrition orthomoléculaire. Pourquoi avoir écrit ce livre maintenant? C'est là tout simplement la volonté de transmettre. Je suis arrivé un peu au final, au dernier point de ma carrière. Je crois que j'ai vu énormément de situations différentes et j'ai eu envie de les rassembler et de donner à l'autre, indépendamment d'une consultation ou d'un entretien particulier, les moyens de se prendre en charge et les moyens de s'auto-guérir. Et je pensais que c'était le moment, que j'étais arrivé au terme de ce parcours et que c'était le bon moment pour le faire. Et qu'est-ce qui vous a le plus touché pendant l'écriture? C'est revoir, refaire et revisiter tous les moments de cette carrière, tous les doutes, toutes les problématiques, et de repenser à des patients qui ont été soit des échecs, soit des réussites. Il y a un certain nombre de situations où on se dit a posteriori, on a vraiment manqué le coche pour pouvoir traiter, soigner, voire sauver telle ou telle personne. Et puis il y en a d'autres qui ont été guéris, je ne dirais pas de façon miraculeuse, mais de façon pas tout à fait logique dans le logiciel,
dans la pratique. Et ça tient aussi à l'enthousiasme, ça tient à la communication, ça tient à l'environnement. Il y a eu un moment où je soignais beaucoup de jeunes enfants qui étaient porteurs de maladies sanguines, de cancer. Et je me rappelle la joie qu'on avait à soigner ces enfants et à les retrouver souvent en groupe dans la salle d'attente et à voir les résultats. C'était une joie extraordinaire. Quel est le message central de votre livre? Le message, c'est pas seulement le message central de mon livre, c'est le message central de toute ma vie de thérapeute. C'est prendre sa santé en main et expliquer à la personne comment prendre sa santé en main, comment être justement le détective de sa santé et lui donner les outils pour le faire. C'est ça qui est important et c'est ça que je privilégie. Y a-t-il une expérience qui vous a profondément changé? Oui, absolument. Cette expérience, c'est celle que je raconte dans plusieurs livres. Un livre qui est paru il y a des années, qui est introuvable, qui s'appelle Thérèse ou l'amour médecin. Et dans ce livre présent, c'est le fait qu'en 1980, j'ai épousé Thérèse, qui était malade, qui avait un cancer du sein, qui avait déjà été opérée, qui avait des métastases et dont le pronostic vital était à quelques mois. Et finalement, on a fait un parcours ensemble. On est parti de médecine un peu expérimentale qu'elle suivait elle-même parce qu'elle ne voulait pas se soigner de façon normale. Et je l'ai amenée tout doucement vers des soins un peu plus corrects. C'est comme ça qu'on a rencontré d'ailleurs à Paris ensemble le professeur Lucien Israël, qui pour moi reste un mentor parce que c'est le premier médecin en France à avoir développé ce qu'on appelle vraiment la cancérologie médicale, c'est-à-dire la cancérologie en dehors des spécialités cancérologiques. Et lui-même m'a dit, ben oui, vous avez amené votre femme, vous l'avez malheureusement amenée trop tard, mais on a fait un bon travail ensemble. Vous donnez une grande place au doute. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on pense, le doute n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est parce que l'on doute que l'on remet en question ses connaissances en permanence et qu'on revoit tout ce que l'on entend de part et d'autre et qu'on réexpérimente en permanence sa façon d'être, sa façon d'accompagner, sa façon de soigner. Et j'aime à citer Socrate qui disait « plus je sais que je ne sais pas ». C'est une phrase qui est tout à fait importante, qui montre que, quelles que soient les connaissances actuelles, scientifiques et tout, on sait qu'on a beaucoup de connaissances, on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas dans notre univers autour de nous et pour notre santé. Avec le recul, qu'auriez-vous aimé savoir plus tôt? J'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt l'influence de l'environnement et de l'alimentation sur la santé. Je pense que la façon de se nourrir, qui n'est pas forcément une façon punitive ou restrictive, mais qui est une façon de penser à ce que l'on absorbe. Bon, moi j'aime bien dire par exemple quand j'achète des sardines ou on fait un plat avec du poisson, bah tiens, je suis en train de me nourrir d'oméga 3, les oméga 3 c'est bon pour ma santé. Donc c'est ça que j'aurais voulu comprendre. J'aurais voulu comprendre beaucoup plus tôt l'influence de l'environnement et de l'alimentation sur la santé et le fait que sans une correction alimentaire, sans une attention alimentaire à son propre corps et sans apprendre à s'aimer par ce moyen-là, eh ben c'était pas la peine d'avoir recours à des médicaments. On en perdait le sens. Vous avez traversé plusieurs époques médicales. Qu'est-ce qui a le plus changé selon vous? Ben, ce qui est important, c'est de savoir que finalement j'ai fini ma première étude à la fin des années 68 à Paris. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et j'avais compris déjà qu'avant tous les événements dont on se souvient, le médecin était un peu considéré comme pas un gourou, mais en mandarin. D'ailleurs, le mandarin, c'est le terme qu'on utilisait dans les services en parlant du grand patron, le mandarin. Et le médecin qui sait tout, le médecin qui ordonne tout, le médecin qui se fâche quand on ne suit pas ses conseils. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est une évolution de ça. Aujourd'hui, les choses sont totalement à l'opposé. Les gens viennent voir un thérapeute, que ce soit un médecin ou un acupuncteur ou un psychothérapeute, avec beaucoup de connaissances souvent sur leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, parce que dès qu'on a un problème, on se renseigne beaucoup plus facilement soi-même qu'il y a 40 ou 50 ans. Et ça change complètement le déroulé, c'est-à-dire qu'on devient plus une source
de savoir absolu, on devient une façon d'expliquer, de moduler, d'aider l'autre à mieux comprendre les informations qu'il a reçues et qu'il a pu trouver sur Internet ou ailleurs. Est-ce que ce besoin de transmission explique aussi votre envie d'écrire? Ah oui, puis ce besoin n'est pas récent parce que j'ai écrit une vingtaine de livres, dont par exemple la Bible des vitamines chez Albin Michel. Mon dernier livre qui est paru en 2013, qui s'appelait Mieux que guérir, justement, Introduction à la médecine intégrative. Donc, ce besoin de transmettre, je l'ai depuis toujours et je l'ai fait aussi à travers des conférences, des enseignements. On a enseigné, j'ai présidé pendant des années une association qui réunissait une fois par an des médecins assez pointus, qui s'appelle l'ADNO. Et puis j'ai enseigné la cancérologie, parce que j'avais fait une association qui s'appelait Cancérologie et Médecine Globale. Et donc dans toute ma vie, j'ai été animé par ce désir de transmettre. Et en même temps, quand on transmet les informations, on clarifie ses propres informations. On fait un travail sur soi-même. Et ça c'est assez intéressant. Dans votre ouvrage, certaines pages sont très personnelles. A-t-il été difficile de dévoiler cette part de vous? Ah bah oui, surtout que je parle de moi dans un chapitre parce que j'ai quand même fait une expérience qui est très particulière. Comme je dis, j'ai fait un infarctus sans le savoir il y a une vingtaine d'années à la suite d'un accident de ski. Et ça m'a amené à suivre le parcours du combattant, le parcours du patient et donc avoir toutes les errances et toutes les difficultés qu'on pouvait avoir. Par exemple, j'avais fait des coronarographies que j'avais envoyées à une vingtaine de spécialistes. Il y en a un qui m'a répondu finalement, qui est à Paris, et qui m'a dit bah, venez, je vais vous voir et tout. Et puis il m'a posé à l'époque des stents et ça a totalement révolutionné ma santé. Et ça, le fait de se mettre en question soi-même, de penser à sa propre façon de réagir dans les problèmes, dans la douleur, parce que ça a été quand même des douleurs aussi bien physiques que morales, c'est quelque chose qui permet vraiment d'approfondir ses connaissances. Avez-vous dû déconstruire certaines croyances au fil des années? Absolument. J'ai dû apprendre à comprendre que les symptômes n'étaient pas des ennemis, que les symptômes étaient des signaux d'alerte qui devaient interroger la personne qui en est à cause, qui devait la conduire à consulter, qui devait la conduire à être exigeante par rapport aux consultants qu'elle rencontre, et surtout à comprendre que ces symptômes sont un signal d'alerte, un signal d'alarme, et qu'il faut bien les comprendre comme des amis, non pas comme des ennemis. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite prendre soin de sa santé aujourd'hui? Ah, je dirais qu'il faut commencer par des choses simples. Les choses simples, c'est la façon de manger, c'est sa respiration, c'est son sommeil, c'est son état de stress. Et la plupart des gens n'imaginent pas l'influence que tout ça, je dirais que ça fait déjà 80% du chemin. Plus les choses sont simples, plus les gens ont du mal à comprendre. J'ai souvent cité le cas d'enfants, ça m'est arrivé de faire des conférences dans des lycées, dans des collèges, et les enfants comprennent très bien, contrairement aux adultes, ils comprennent très bien que l'on est ce que l'on mange. Et les personnes plus avancées en âge ont plus de mal à comprendre. Et ça, c'est fondamental. Parce que vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui quelle est l'importance des déséquilibres alimentaires et des erreurs nutritionnelles sur la santé des gens, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Parmi tous vos patients, qu'est-ce qui vous a le plus appris? Moi, ce qui m'a le plus appris, c'est la capacité qu'ont les gens à traverser leurs épreuves. Et le différentiel qu'il y a parfois entre la gravité des choses et la façon dont les gens s'expriment. Tout le monde connaît bien l'histoire des hypochondriaques qui croient toujours qu'ils sont malades et qu'ils sont mal quelque part et qui crient au loup en permanence. Et on connaît bien la fin de l'histoire. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui, et ça m'a énormément frappé, je pense à quelqu'un de très précis en particulier, dont je cite l'expérience dans mon livre, qui s'appelle Catherine. Et en fait, elle est décédée quelque part par manque de plainte, c'est-à-dire elle n'a pas exprimé vraiment ce qu'elle aurait dû exprimer, alors qu'elle avait une maladie extrêmement grave et probablement très douloureuse. Elle ne l'a pas dit, elle ne l'a pas transmis. Et c'est ce qui a mis les médecins, la plupart des médecins, y compris les cancérologues, dans le faux et dans le fait que finalement, elle ne soit pas soignée à temps
Et ça, j'ai vraiment le regret de ça. Votre approche repose beaucoup sur la prévention. Pourquoi est-elle encore si peu valorisée? J'ai toujours mis en avant le concept de prévention active personnalisée et combattu l'idée qu'en France, en général, la prévention, c'est simplement, on dit la vaccination, c'est de la prévention. Alors, eh bien, la prévention, ça va bien au-delà de la vaccination. La prévention active personnalisée, c'est permettre, donner aux gens les outils et leur proposer des bilans qui permettent d'être préventif et prédictif vis-à-vis de la maladie. Par exemple, je développe le problème des bilans protéomiques ou des bilans de stress oxydant. Je raconte toujours une anecdote. J'ai une amie qui est au CHU de Grenoble et qui dirige le service de stress oxydant et qui s'occupe de footballeurs dans des équipes pointues et qui dit rien qu'en regardant leur bilan, je sais celui qui va craquer, celui qui va faire une déchirure musculaire et où est-ce qu'il va la faire. Donc c'est ça la vraie prévention, c'est pouvoir avoir des outils biologiques, des outils cliniques qui permettent de prédire ce qui va arriver. Comment voyez-vous la médecine de demain? Alors c'est un petit peu, j'ai beaucoup travaillé avec le professeur Montagnier qui m'a fait la préface de mon précédent livre, Introduction à la médecine intégrative, et qui l'a décrit parfaitement dans cette préface. Et je reprends complètement ce qu'il dit. La médecine de demain, c'est la médecine. Alors lui, il parle de la médecine des 4 P. Moi, je dis la médecine des 5 P. C'est P1 comme préventif, P2 comme prédictif, P3 comme personnalisé, P4 comme participative et P5 comme pertinente. Qu'est-ce que ça veut dire une médecine pertinente? Ça veut dire une médecine qui ne s'appuie pas sur des rêves et des idées toutes faites, mais sur des concepts scientifiques, même si elle est globale et différente de la médecine que pratiquent 95% des thérapeutes, elle doit être rigoureuse et elle doit s'appuyer sur des données biologiques précises et proposer des protocoles précis. Après ce livre, avez-vous envie d'aller encore plus loin dans la transmission? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je voudrais bien que ce livre ne soit pas le dernier. Je voudrais bien approfondir le côté, effectivement, de connaissance de l'humain et de gestion des émotions et des stress. Et puis, je voudrais aussi continuer à faire des conférences, des enseignements, et même y compris des vidéos, pouvoir expliquer aux gens qui ne sont pas seuls à suivre le chemin qu'ils suivent, qu'on peut les accompagner et qui peuvent trouver effectivement toutes les toute la façon de faire eux-mêmes leur propre médecine. Et c'est ça qui est vraiment le but et le souhait que j'ai pour l'avenir. Pour conclure, qu'aimeriez-vous que les lecteurs ressentent en refermant votre livre? Mais j'aimerais surtout que les gens comprennent que la santé est un long chemin que l'on ne peut que parcourir soi-même et pas forcément en s'appuyant sur les autres. Et ce chemin doit nous conduire à à plus d'équilibre. Comprendre que la santé, c'est un équilibre. Je vois souvent l'image du couteau qui ne tient pas sur la tranche. La santé, c'est ça, c'est un équilibre. On verse facilement d'un côté ou de l'autre, et parfois il ne faut pas grand-chose pour inverser la donne. Et c'est ça que j'aimerais vraiment laisser et donner, faire comprendre aux gens, et que cet équilibre, ben, on en est soi-même l'acteur. Et c'est pas le médecin qui vous guérit. Alors, dans l'ancien temps, des gens disaient c'est Dieu qui vous guérit. Non, c'est soi-même qui se guérit, avec son effort, avec sa sueur et avec son intelligence. Eh bien, merci beaucoup, Dr UF, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Votre parcours, votre regard sur la santé et votre manière d'aborder l'humain apportent une vraie profondeur à cette conversation. C'était un plaisir de vous écouter, partager votre expérience et vos réflexions. Mais c'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours un plaisir d'échanger, de communiquer. Et puis à travers cette communication, de savoir qu'on va pouvoir contacter d'autres personnes. Et donc c'est moi qui vous remercie infiniment. Merci encore pour votre disponibilité et merci à vous qui nous suivez. Vous trouverez toutes les informations concernant le livre de Dr UF autour de cette vidéo. À très bientôt.